Au sommaire de cette édition en religion, le programme dénommé 7 jours de croisade de pleine puissance a connu son apothéose ce dimanche 5 février 2017. Actualité africaine au Nigeria, début des travaux de ligne ferroviaire Lagos-Ibadan en mars 2017. Afrique du Sud, une école pour les tout petits réfugiés victimes de xénophobie. Actualité internationale, l'intégration par le volontariat, un projet pilote en Italie. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information. Merci de choisir The Blessing Channel. Nous l'ouvrons par la religion en Côte d'Ivoire. Le programme dénommé 7 jours de croisade pleine de puissance organisé par l'église anglicane Toussaint d'Abidjan a connu son apothéose le dimanche 5 février 2017. Le thème était « Poursuivre, dépasser et récupérer » suivant ce reportage. L'église anglicane Toussaint d'Abidjan, dirigée par le révérend Opala, est rentrée dans une grande dimension avec le Seigneur à travers ce grand programme dénommé 7 jours de croisade plein de puissance, avec pour thème poursuivre, dépasser et tout récupérer. Plusieurs fidèles ont effectué nombreux le déplacement ce dimanche 29 janvier 2017 dans la commune d'Abobodokui pour participer à l'apothéose avec la présence particulière du vénéré John Adobassim venu du Nigeria. L'hôte et principal initiateur de ce grand rassemblement, le révérend Canon Ugechuku Opala, a situé l'objectif de ce programme. Every year in the diocese there is a crusade. En chaque année dans la diocèse nous avons des croisades. And since the centers are having this crusade, et depuis que nous sommes venus en Côte d'Ivoire, nous avons l'habitude d'organiser des croisades annuelles. This year's theme is pursue, overtake and recover all. Et cette année, notre thème de l'année, c'est poursuit, rattrape et récupère tout. And we believe that this year, et nous croyons que cette année, there are a lot of miracles in the life of people in this country. Il y aura assez de miracles dans la vie des personnes dans ce pays. They will recover all that have lost. Ces personnes récupéreront tout ce qu'elles ont perdu. Et l'orateur principal, le vénéré John Adobassim, a donné le message suivi de temps de prière. Ce grand programme qui a vu la participation de plusieurs fidèles qui ont été restaurés et dans la joie pour la gloire du Tout-Puissant a refermé ses portes dans des temps de prière. Nous restons toujours en religion, sensibilisés sur ces actions et aussi mobiliser des fonds au profit des nécessiteux. Telle est la mission que s'est fixée l'organisation chrétienne de bienfaisance Blessing Mission International. Pour ce faire, elle a organisé un gala, c'était le samedi 28 janvier 2017. Revivons ensemble les temps forts. Reportage. L'hôtel Belle-Côte d'Abidjan Cocody a servi de cadre le samedi 28 janvier 2017 au dîner de bienfaisance de l'organisation chrétienne Blessing Mission International BMI. Le cadre feutré, les beaux cantiques et le copieux repas n'ont pas fait oublier le sujet principal de ce dîner, ressouligné par le président de BMI Côte d'Ivoire dans son discours de bienvenue. L'action humanitaire et son importance spirituelle a d'ailleurs été le thème développé par l'orateur du jour, le pasteur Firmin de l'église évangélique Le Jourdain. Je voulais que chacun de nous réalise que nous avons un devoir pour avoir rien que pour notre présence à ce dîner, pour cette invitation solennelle qui ne vient pas d'un semblable, mais qui vient en réalité de Dieu. Que chacun de nous réalise que nous pouvons être utiles à des hommes et des femmes qui croupissent dans les prisons, qui manquent de tout, qui n'ont besoin, parfois pour certains, que du minimum que nous pouvons aussi leur offrir. Cela ne sera pas simplement un acte de générosité volontaire ou personnel de notre part, mais cela sera aussi la volonté de Dieu. Sûrement, cet homme riche aurait mérité un autre traitement beaucoup plus, beaucoup plus courtois
il avait fait la volonté de Dieu. Organisation de bienfaisance chrétienne BMI Côte d'Ivoire est active dans l'humanitaire au profit des malades et des prisonniers. Les actions de Blessing Mission International ont été présentées aux participants à travers un diapositive. Édifiés par cette œuvre gigantesque à accomplir, les nombreux participants se sont engagés à accompagner BMI Côte d'Ivoire. Nous avons passé un très bon moment et au travers de ce moment, véritablement nous aussi, nous avons eu l'appel du Seigneur pour véritablement le servir au milieu au sein de Blessing Mission. Quand nous regardons Blessing Mission, l'invitation que nous avons lancée, les frères et les sœurs sont venus de partout et vraiment nous sommes comblés de voir que l'amour de Dieu est dans le cœur des Ivoiriens, dans le cœur des hommes et des femmes qui sont sur cette terre. Et Dieu a mis son amour en nous pour que nous puissions aussi le manifester à l'égard de ceux qui connaissent Dieu et à l'égard aussi de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous ouvrons à présent la page de l'actualité africaine dans ce journal. Comme annoncé dans les titres, la construction de la ligne ferroviaire Lagos-Ibadan devrait débuter en mars prochain. Dans le cadre de ce projet, le gouvernement nigérian a bénéficié d'un prêt de 450 milliards de naira, soit 1,5 milliard de dollars. C'est au total un prêt de 1,5 milliard de dollars que le gouvernement nigérien est sur le point de conclure avec la Chine pour financer la ligne ferroviaire prévue entre la capitale économique Lagos et la ville d'Ibadan dans le sud-ouest du pays. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Transports, Rotimi Amaechi, ce jeudi 2 février. Ce chantier devrait débuter en mars prochain. L'apport est disponible. Nos 15% sont prêts. L'Exim Bank a approuvé notre prêt de 1,5 milliard de dollars pour la ligne Lagos-Ibadan. Nous attendons juste que les fonds soient mis à disposition. La réalisation des infrastructures de transport d'envergure à travers le Nigeria était l'une des promesses de campagne du président Muhammadu Buhari. La ligne Lagos-Ibadan est un segment du projet de chemin de fer de la ligne Lagos-Kano, un des objectifs infrastructurels les plus importants et ambitieux du chef de l'État nigérian. Au premier trimestre de 2017, la construction de la ligne Lagos-Ibadan, qui est le deuxième segment du projet ferroviaire de la ligne Lagos-Kano, sera lancée. Nous souhaitons commencer le chantier de construction de la ligne Lagos-Ibadan avant la fin du mois de mars. Ce projet atteste de l'effort que le gouvernement nigérian fournit pour favoriser l'interconnexion entre le nord et le sud du pays. Afin d'accélérer le processus, l'État souhaite également contracter un prêt de 6,1 milliards de dollars auprès de la banque chinoise d'import-export pour financer les tronçons Calabar, Port Harcourt et Lagos-Kaduna. Au Sénégal, le chômage demeure une véritable équation pour les gouvernants. Pour aider le gouvernement à régler ce problème, les acteurs du secteur privé leur ont fait des propositions. Suivant. L'exécutif sénégalais estime que les orientations choisies par les jeunes ne cadrent pas toujours avec les réalités du milieu de l'emploi. Mame Mbaye Niang, ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, propose alors aux jeunes d'orienter leur formation vers des filières techniques et professionnelles capables, selon lui, de leur garantir un meilleur accès au marché de l'emploi. Au même moment, 45% des demandeurs d'emploi n'ont ni formation ni diplôme. À ceci, le gouvernement demande de viser des formations professionnalisantes dans des domaines comme la plomberie, la mécanique et l'électrification. Il y a un déphasage entre la formation et les réalités du marché de l'emploi. Ça, c'est acquis. Ça, c'est connu de tous. Il y a des projets qui démarrent aux yeux et au su de tout le monde, mais c'est la qualification qu'il faut régler. C'est ce qui a expliqué les réformes de l'enseignement supérieur, rendre l'enseignement supérieur plus approprié aux réalités du marché de l'emploi. De nombreux métiers, opportunités et secteurs émergent dans la nouvelle configuration du monde de l'emploi, estime Banning Diop, homme d'affaires sénégalais et président du mouvement des entreprises du Sénégal. En marge de la 16e édition du Forum du premier emploi organisé par le MEDES, il a affirmé que les jeunes Sénégalais affrontent le marché sans pour autant connaître toutes ses possibilités. Aujourd'hui, nous allons vers de nouvelles opportunités économiques. Et lorsque vous parlez de nouvelles opportunités économiques, on parle de tout numérique. Aujourd'hui, tout est numérique. Et il y a tellement de nouveaux métiers qui se sont créés.
et que beaucoup de jeunes même ignorent qu'il y a de nouveaux métiers. Le constat qui est fait, parce que nous on a aussi une fondation emploi jeune à côté, c'est que ces dizaines de milliers de jeunes sont diplômés dans des secteurs qui sont complètement saturés. Alors qu'aujourd'hui, il y a de nouveaux métiers, justement, dans le numérique, il y a de nouveaux métiers dans le développement durable, dans l'économie verte, etc. Le plan Sénégal émergent, élaboré par l'État sénégalais comme référentiel de la politique économique et sociale du pays, prévoit en son sein des solutions aux problèmes d'emploi des jeunes. Pour le Premier ministre, la création du train express régional sénégalais, par exemple, pourra créer de nombreux emplois au profit de la jeunesse sénégalaise. En Afrique du Sud, les enfants réfugiés reçoivent des cours gratuits en mathématiques et aussi en anglais afin de leur permettre d'intégrer plus tard les écoles publiques. Ces cours sont offerts par une école privée et dispensés par des professeurs sans papier. Good. Are you taking? Good. Il y a 3 ans, Claude ne parlait pas anglais. Ce réfugié de 12 ans, né en République démocratique du Congo, ne parlait que le français et le lingala quand il est arrivé en Afrique du Sud avec sa famille. Aujourd'hui, il est trilingue grâce à des cours gratuits qu'il prend tous les après-midi avec d'autres enfants migrants. Ici, j'en prends tout, l'anglais, j'en prends maths, toutes choses qu'il faut. Pour que quand je vais aller dans une autre école, pour que je puisse un peu m'en sortir. Ces enfants viennent de pays africains comme la République démocratique du Congo, le Burundi, le Zimbabwe ou encore l'Érythrée. Faute de papier ou de moyens financiers, ils sont exclus du système scolaire. Une école privée religieuse leur ouvre ses portes grâce au programme 3 to 6 ou de 3 à 6 en référence aux horaires des cours. Notre école est devenue multiraciale en 1976, pendant l'apartheid. Nous considérons que la situation des enfants réfugiés en Afrique du Sud est une nouvelle injustice sociale. Plus de 2 millions de migrants vivraient en Afrique du Sud. Une situation qui crée régulièrement des tensions xénophobes dans un pays où le chômage et les inégalités sont élevés. La plupart de ces enfants ont déjà dû faire face à des insultes, voire des agressions. Leurs professeurs connaissent bien le problème, étant eux-mêmes des réfugiés exclus du système classique. C'est un programme où nous pouvons donner le meilleur de nous en tant qu'étant réfugiés, parce que ce sont nos enfants. Je me sens vraiment fier de mettre quelque chose dans ces enfants qui sont réfugiés comme moi, pour leur futur. Tous les ans, un quart des élèves intègrent les écoles publiques. Un modèle qui a déjà inspiré une ancienne bénévole européenne. Elle a créé un programme similaire pour les enfants syriens en Allemagne. Le Soudan du Sud refuse d'être placé sous la tutelle de l'ONU. Le plus jeune État de l'Afrique, le Soudan du Sud, secoué par une guerre civile et qui croule aussi sur de nombreuses sanctions internationales. Le Soudan du Sud est plus que jamais déterminé à résoudre seul sa crise. Après un premier refus en août 2016, ce dimanche 5 février 2017, le plus jeune État d'Afrique a une nouvelle fois rejeté l'idée d'être placé sous tutelle des Nations Unies. C'est notre droit, c'est notre pays, nous avons lutté pour cela, nous avons obtenu l'indépendance par le référendum. Le peuple du Soudan du Sud a décidé pour son pays, alors personne d'autre n'est meilleur que le peuple du Soudan du Sud. Valider l'accord des Nations Unies revient à placer le pays sous sa gouvernance pendant une période déterminée. Outre son rejet, le gouvernement sud-soudanais appelle la communauté internationale à soutenir la mise en œuvre de l'accord de paix négocié par l'Union africaine au détriment d'un régime de tutelle externe qualifié d'ingérence selon certains experts. Les Sud-Soudanais, fiers tels qu'ils sont, donc ils refusent, n'est-ce pas, une pareille idée, et ils voient que de la sorte on ne veut pas accepter qu'ils sont capables de gérer leur pays eux-mêmes alors qu'il vient de faire la séparation, enfin la sécession du Soudan du Nord. Donc du coup, voilà, il y a un petit complexe par rapport à ça. C'est-à-dire qu'ils considèrent ça comme une ingérence étrangère alors qu'ils viennent juste d'être un État souverain. Indépendant depuis 2011, le Soudan du Sud est plongé dans une grave crise depuis 2013. Des combats qui opposent les forces loyales au président Salva Kiir à celles de son ex-vice-président Riek Machar et qui ont fait des milliers de victimes humaines et des millions de déplacés. En Somalie, après des décennies de guerre, l'aggravation de la sécheresse a laissé des millions de personnes sans nourriture, eau, ni soins de santé dans ce pays. C'est une déclaration du représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU pour la Somalie. Nous l'écoutons. 5 millions de Somaliens n'ont pas assez à manger à cause de la sécheresse et des affrontements entre le groupe Al-Shabaab et le gouvernement somalien.
Au terme d'une mission d'enquête de 3 jours dans les régions semi-autonomes du Puntland et du Somaliland, le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU pour la Somalie avertit d'un risque de famine en 2017 si une action rapide n'est pas prise. Il est évident que nous nous acheminons vers une famine si on ne prend pas de mesures très rapides. Un très grand nombre de bétail est déjà mort. Le bétail qui est encore là est en très mauvais état. Le village et aucune des sources d'eau qui existaient auparavant, qui étaient partagées entre les personnes et les animaux, ne fonctionnent à l'heure actuelle. Le réseau des systèmes d'alerte précoce contre la famine aux États-Unis, FuseNet, annonce par ailleurs une rareté des pluies entre avril et juin 2017. Une situation extrême pour plus de 6,2 millions de personnes qui ont besoin de l'aide alimentaire. Il s'agit d'un plan d'aide humanitaire de 864 millions de dollars pour cette année, dont 300 millions de dollars sont nécessaires au premier trimestre de cette année si nous voulons éviter les catastrophes. Les personnes les plus touchées sont les déplacés internes. En outre, quelques 320 000 enfants de moins de 5 ans souffrent d'une malnutrition aiguë selon l'ONU. Nous terminons l'actualité africaine au Gabon où le tout premier véhicule roulant fabriqué par un Gabonais a été présenté au grand public. Il faut préciser qu'un véhicule hybride, mi-moto, mi-voiture, doté d'une coque en bois. Regardez. Le premier véhicule Made in Gabon a officiellement été présenté au grand public à Libreville. Ce véhicule hybride, mi-moto, mi-voiture, qui a l'allure d'un aéronef, est le fruit de 4 années de travail de l'Association gabonaise de loisirs scientifiques et technologiques. Il est doté d'un moteur de moto et d'un système de déplacement semblable à celui d'une voiture classique. C'est une fierté pour moi d'être le premier à mettre au point un véhicule au Gabon, Made in Gabon, entièrement conçu au Gabon, pas des Gabonais. Et en plus, aujourd'hui, nous avons des usines de transformation de fer. Nous avons le bois. Aujourd'hui, vous voyez, GL a été construit, la structure métallique est entièrement en fer, mais la carrosserie est entièrement en bois. Donc c'est une fierté de dire qu'on a un élément quand même national qui se trouve dans GL. C'est une fierté pour moi. Loin des véhicules standards développés sur le marché international de l'automobile, le GL1 est un prototype qui pourrait s'inscrire dans l'histoire d'une industrie automobile gabonaise inexistante. C'est un rêve d'enfance. Donc, comme je disais tantôt, ce n'est pas ma première réalisation. En 1986, déjà, j'ai présenté un avion malheureusement qui n'a pas volé. Mais en 1993, par contre, j'ai conçu un avion qui a volé plus de 40 heures. Une partie à Libreville, une partie à Lambaréné. Donc, ce n'est pas la première fois. J'ai participé à plusieurs salons d'émotion. Je ne suis pas à ma première réalisation. Les véhicules, simplement parce que j'ai pensé au déficit en matière de technologie de roulage. Ça me faisait mal de voir les nombres de véhicules que nous avons au Gabon ou particulièrement à Libreville. Il n'y a aucun Made in Gabon dedans, ça me dérangeait. Là, pour moi, à travers ce projet, c'est une manière de briser les tabous. Pour dire, pourquoi penser que nous ne sommes pas capables de concevoir? Entièrement construite avec des pièces de récupération provenant de voitures de marque étrangère et d'une coque en bois d'hiver du Gabon, le voyageur GL1, comme on le nomme, a déjà été testé sur 838 km. C'est le premier véhicule roulant fabriqué au Gabon et par un Gabonais. Nous ouvrons à présent l'actualité internationale avec la France où on parle de politique en ce moment avec le Penelope Gate. Les révélations sur les emplois fictifs des proches de François Fillon redistribuent les cartes de la prochaine présidentielle. C'est la conclusion d'un sondage publié par la presse française. Le Penelope Gate redistribue les cartes de la présidentielle française. Selon un sondage publié hier par Les Échos, François Fillon serait éliminé dès le premier tour du scrutin. En cause, les révélations en cascade sur les emplois fictifs qui auraient rapporté près d'1 million d'euros à sa famille. L'intéressé s'en défend alors que sa femme, Pénélope, affirmait en 2007, dans un entretien à France 2, qu'elle n'était pas l'assistante de son mari. Isolé au sein même de son propre parti, le candidat Les Républicains passe sous la barre des 20% d'intention de vote, en 3e place, loin derrière Marine Le Pen, qui décrocherait 27% des suffrages. L'affaire des assistants détournés du Parlement européen n'a, semble-t-il, pas eu le même impact sur la candidate du Front National, toujours en tête des sondages. En seconde position, on retrouve Emmanuel Macron. Au sein d'En Marche, on croit dans la réforme économique et sociale, on croit dans la transition numérique et
environnementale. On croit dans les sécurités individuelles qui permettent à chacune et chacun, lorsqu'on est en situation fragile, de rebondir, de pouvoir réussir dans ce monde. On croit à une vraie politique éducative et de formation tout au long de la vie, et on croit à l'Europe et au projet européen. Enfin, le candidat socialiste Benoît Hamon arrive en 4e position. Après avoir remporté dimanche la primaire de la gauche, il est crédité de 17% des suffrages. Toujours en politique, en France, histoire et évolution du vote. FN, marginal à sa création, le parti de Marine Le Pen espère toujours gagner l'Élysée. Histoire et évolution du vote en vidéographie pour mieux comprendre. Marginal, il y a 40 ans, le Front National a progressé par étapes jusqu'à remettre en cause le bipartisme gauche-droite et espère toujours gagner l'Élysée. Il naît en 1972, rassemblant plusieurs mouvements nationalistes d'extrême droite, dont les néofascistes d'ordre nouveau. Présidé par Jean-Marie Le Pen, il axe sa campagne sur l'autorité, le rejet des élites et de l'immigration. Très divisé, il attendra 10 ans pour percer. Mais allié avec la droite en 83, il entre à la mairie de Dreux, puis envoie 10 députés au Parlement européen. Dans les années 90, le FN s'implante. Après les milieux aisés, il se tourne vers les classes populaires, inquiètes de la mondialisation. 4e à la présidentielle, il progresse à chaque élection locale. Mais le leader multiplie les provocations racistes, qualifiant par exemple les chambres à gaz de points de détail de l'histoire. En 98, c'est la scission. L'ex numéro 2, Bruno Maigret, quitte le mouvement et le FN recule. Le Pen fait tout de même trembler la classe politique en 2002 en se qualifiant au second tour de la présidentielle, mais s'effondre en 2007. Sa fille, Marine, lui succède en 2011 avec les mêmes priorités. Sortie de l'euro, identité nationale et lutte contre l'immigration avec un nouvel ennemi nommé le fondamentalisme islamiste. Mais elle ne parle plus de race et se distingue des positions antisémites de son père, jusqu'à l'exclure du parti en 2015. Depuis 2012, les victoires s'enchaînent. Bien placé à la présidentielle, le FN ravit 11 villes, arrive devant l'UMP et le PS aux européennes, puis enregistre des scores inédits aux élections locales. Les sondages placent aujourd'hui Marine Le Pen au second tour de la présidentielle 2017. Le parti dispose de bastions solides, apparus dès les années 80 puis étendus peu à peu, dans le nord-est désindustrialisé, en Île-de-France et sur la côte méditerranéenne. Régressant aujourd'hui à Paris, il grignote à l'ouest des zones rurales et périurbaines minées par la crise. L'électorat frontiste est plutôt masculin, jeune et surtout composé d'ouvriers et d'employés, mais il se féminise et s'élargit aux professions intermédiaires. Les plus diplômés, cadres supérieurs et seniors résistent, un verrou que Marine Le Pen entend faire sauter en 2017. L'ex-président français Nicolas Sarkozy sera à nouveau devant la justice dans le cadre de l'affaire Big Malion et l'enquête sur ses dépenses de campagne pour la présidentielle de 2012. Nicolas Sarkozy devra comparaître devant la justice. C'est ce que demande l'un des juges en charge de l'enquête sur ses dépenses de campagne pour la présidentielle de 2012 et l'affaire des fausses factures de la société Big Malion. Le juge Serge Tourner a demandé le renvoi de l'ancien président français devant le tribunal correctionnel pour financement illégal de campagne électorale. Pour autant, l'autre juge saisi n'a pas signé cette ordonnance, ce qui pourrait être utilisé par Nicolas Sarkozy et les 13 autres personnes mises en examen pour contester le renvoi. Il est reproché à Nicolas Sarkozy d'avoir sciemment dépassé le plafond des dépenses électorales, alors fixé à 22,5 millions d'euros. Le double aurait été dépensé. Direction à présent l'Italie, qui est l'un des premiers pays d'accueil des migrants. Pour faciliter l'intégration des migrants, un projet a été lancé à Belluno, dans le nord-est de l'Italie, et qui consiste surtout à faire offrir du travail aux migrants sur la base du bénévolat. Malgré la neige, Paul et ses compagnons sont à pied d'œuvre. La mission de ces migrants fraîchement débarqués en Italie, nettoyer ce site qui deviendra un complexe d'activités associatives. La chance de tous ces demandeurs d'asile, arrivés majoritairement d'Afrique subsaharienne, du Bangladesh ou du Pakistan, comme des dizaines de milliers d'autres, avoir été envoyés ici, à Belluno, à une centaine de kilomètres de Venise, une petite commune qui a décidé de rompre avec les modèles classiques d'accueil des migrants. J'ai fait ce qu'on appelle le travail volontaire, sans être payé, mais c'est parce que nous sommes à la maison, nous ne faisons rien, nous n'avons pas d'emploi.
Simplement manger, dormir, rien ne bouge. Donc nous avons décidé ensemble d'aider la commune pour qu'ils puissent aussi avancer. Car à Belluno, la main-d'œuvre manquait, mais pas les bonnes volontés. Le maire de cette petite ville de gauche, située en pleine terre de la Ligue du Nord, le parti anti-immigration, a décidé de faire de l'accueil des migrants une priorité avec un projet pilote. Ici, pas de grosses structures d'hébergement, mais de petits appartements mis à disposition des demandeurs d'asile. Priorité à l'autonomie et l'autogestion pour accélérer l'intégration. Les migrants doivent faire eux-mêmes leurs courses et cuisiner. Je ne me sens pas un anti-Trump, non, mais tout simplement, ici à Belluno, nous avons pensé qu'avec la difficulté objective que traverse l'Italie et l'Europe, chacun de nous devait y mettre un peu du sien pour résoudre un problème bien plus grand que nous. Pour Nasrul, originaire du Bangladesh, c'est le premier jour en cuisine au restaurant Mirapiave. Lui aussi fait partie du programme de volontariat de Belluno et il se débrouille plutôt bien. Il sait manier le couteau et ce n'est pas rien, car parfois les jeunes ont du mal à couper les légumes. Prenez un jeune homme qui vient comme ça de l'étranger, qui a envie et besoin de travailler, qui a envie d'apprendre. Eh bien, il reste plus longtemps. Il n'a pas envie de partir et donc c'est une bonne chose. Le projet de Belluno pourrait être élargi à d'autres communes en Italie. Le gouvernement doit présenter le 8 février un plan sur l'immigration, dont un des volets devrait porter sur la généralisation des travaux d'intérêt général pour les migrants. Nous terminons ce journal en parlant de romans. Les Kurdes syriens peuvent enfin lire les romans étrangers dans leur propre langue. Des milliers d'ouvrages traduits en kurde sont imprimés dans la ville à majorité kurde de Kamishli. Dans cette imprimerie de Kamishli, au nord-est de la Syrie, on publie des livres en langue kurde. Parmi eux, des copies du tout premier roman occidental traduit dans la langue majoritaire de la région. Jusque récemment, il était interdit de traduire des romans en kurde en Syrie. Mais grâce à une initiative locale, le roman Neige de l'écrivain français Maxence Fermin est déjà en vente à $1. L'opportunité est venue avec les changements politiques dans le pays. Je me rappelle très bien avoir été emprisonné 3 mois à Damas et presque expulsé de l'université parce que j'avais avec moi un livre en kurde. La culture et la langue kurde étaient interdites par les autorités représentées par le parti Ba'ath parce qu'ils voulaient assimiler les Kurdes et leur culture. Mais aujourd'hui, les Kurdes forment une entité, ils ont leur région, le pouvoir, ils possèdent des terres et ils ont des droits. Pendant des années, les Kurdes syriens ont été empêchés de publier des magazines ou des livres dans leur langue. Cette restriction faisait partie d'une série de mesures prises contre les Kurdes, certaines allant jusqu'à les priver de la nationalité syrienne. Mais en juillet 2012, les troupes du régime ont commencé à se retirer des régions à majorité kurde dans le nord-est. Malfa Ali, l'un des fondateurs du projet, compile aussi des contes et poèmes traditionnels pour les imprimer. Pour commencer, nous allons rassembler toutes les histoires qui ont été racontées dans cette région et mettre ensemble toutes les chansons folkloriques. Nous allons ainsi pouvoir regrouper du vocabulaire, car notre langue était transmise oralement et a souffert du fait qu'elle était dissimulée. Donc elle a besoin d'être enrichie par du vocabulaire. Le gouvernement syrien n'a plus qu'une influence réduite sur les régions kurdes. Les drapeaux kurdes et vêtements traditionnels y ont refait surface et des centres proposant des cours de kurde ont ouvert leurs portes, donnant un nouveau souffle à une langue autrefois taboue. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de suivre Blessing Channel. Bonne suite de programme. Que Dieu vous bénisse.